La Française, concepteur de solutions d'investissement alliant performance et durabilité, vous présente le journal décalé. Jean-François, vous le savez, la mode est un éternel recommencement et les livrets en sont la preuve. D'après une étude d'AG2R La Mondiale, Amphithéa et le Cercle de l'épargne, 65% des Français considèrent que le livret A est aujourd'hui le produit d'épargne le plus intéressant devant l'immobilier locatif. Cette impression est notamment poussée par son taux, devenu très attractif, et aussi par les dernières déclarations de Bruno Le Maire, qui laisse la porte ouverte à une nouvelle hausse de son taux, puisqu'il a déclaré récemment sur France Info que sa première responsabilité était de protéger l'épargne des Français, surtout en période de crise. Outre-Atlantique, la tendance est la même. Ils n'ont pas de livret A, mais ils ont de nombreux livrets, dont un qui vient d'être lancé par la célèbre marque à la pomme Apple, qui a lancé ça en partenariat avec Goldman Sachs avec un taux de 4,15% par an. Les livrets attirent, vous le savez, en France, on parle même d'un nouveau livret créé par le gouvernement, le livret climat. L'épargne serait affectée à l'acquisition de titres financiers contribuant au financement de l'économie productive et de la transition écologique. Malheureusement, quand il y a des produits qui marchent, ça attire aussi des personnes mal intentionnées. Vous pouvez trouver sur Internet de très nombreux livrets avec des taux garantis à 5 ou 6%, mais je suis au désespoir de vous annoncer que la seule garantie est de ne jamais revoir votre épargne. Plusieurs milliers d'épargnants se sont déjà fait avoir. Georges, sur le sujet des livrets, il y a quand même un chiffre qui est absolument faramineux. En 3 mois, de janvier à mars, Livret A et LDDS ont collecté déjà plus de 25 milliards d'euros. C'est un chiffre qu'il faut rapporter aux 33 milliards de toute l'année 2022. Et c'est franchement gigantesque dans un monde de l'épargne où les volumes auront vocation à fortement baisser. Donc, je vous le dis, le placement préféré des Français en 2023, on le connaît déjà. Et vous noterez, c'est un monopole des banquiers. Oui, monopole des banquiers très fortement aidé par la hausse des taux. Cette hausse des taux qui, en revanche, a beaucoup moins aidé le marché de l'immobilier. Pour la pierre papier, d'après les chiffres de l'ASPIM du premier trimestre 2023, les SCPI ont collecté 2,8 milliards d'euros, un chiffre en retrait de 10% par rapport à 2022. Les OPCI, elles, ont décollecté de 325 millions d'euros. Cette plus faible collecte est aussi causée par une grande méfiance sur l'immobilier commercial dans le monde. On a de nombreux analystes, investisseurs ou économistes qui nous mettent en garde sur le marché qui devrait se retrouver dans une situation compliquée dans les années à venir. Pourquoi ? Parce qu'il y a de grosses quantités de dettes hypothécaires commerciales. On parle de 1500 milliards de dollars qui vont arriver à échéance au cours des 3 prochaines années. En France, on l'a vu dans la presse récemment, il y a une baisse du marché de l'immobilier résidentiel. On parle de moins de 5% à Paris. Il y avait une baisse des avantages fiscaux qui a commencé. On a eu l'occasion de parler plusieurs fois du rabotage du Pinel. On parle aussi de modifier les avantages fiscaux du meublé et un rapport préconise d'augmenter la fiscalité des locations de meublés de tourisme. En plus, le lancement de programmes neufs a fortement diminué. Un programme neuf demande de plusieurs années pour arriver à échéance, pour être livré. On peut déjà donc dire qu'il y aura pendant plusieurs années un gros déficit de lots à acheter en défiscalisé. 2 remarques, Georges, ce que vous venez de dire. 1, il y a actuellement un match à fleuret-moucheté entre le ministre de l'économie et le gouverneur de la Banque de France autour de l'immobilier, notamment via le crédit. On le sait, quand le bâtiment va, tout va, car l'immobilier, c'est de la construction, c'est du produit intérieur brut, mais c'est aussi des recettes fiscales, notamment pour les collectivités. Et la baisse de la production de crédit conduit tout naturellement au régime pain sec. Mais derrière tout ça, il y a quand même une question de fond, de modèle économique. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on se rend compte quand même qu'on a nos sociétés qui ont besoin de plus en plus de dettes pour bâtir de moins en moins de croissance. Deuxième remarque, puisque vous évoquez les chiffres de la pierre papier de la collecte, ça concerne l'assurance vie. Dans les publications mensuelles, France Assureur nous donne des chiffres qui globalisent l'ensemble des produits d'assurance vie. Alors, c'est sympa pour les radios et télégénéralistes ou pour les assureurs, un peu moins pour les distributeurs quand on cherche à voir exactement ce qui se passe sur le marché. Donc, j'attire votre attention sur la chose suivante. Au mois de mars, derniers chiffres qui ont été publiés, eh bien, la collecte globale de l'assurance vie, c'était 364 millions d'euros. Et dans le même temps, les PER engrangé 573 millions d'euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en mars, l'épargne retraite a collecté plus que l'assurance vie à la mode de grand-papa.
Autre info qui est aussi importante parce qu'on dit que les assureurs cherchent à regarnir les fonds en euros. Et ben, en pratique, au mois de mars, on a continué à avoir une décollecte sur le fonds en euros avec moins 2,7 milliards. Alors, en parlant de fonds, on parle beaucoup d'ISR, l'investissement socialement responsable, et je peux vous dire que le label ISR souhaite tourner le dos au pétrole. Très concrètement, le comité a relevé ses exigences avec un quasi-bannissement de tous les groupes d'énergie fossile avec des critères stricts d'amélioration des critères ESG. Plusieurs centaines de fonds vont devoir revoir leur copie s'ils souhaitent conserver le précieux sésame, le label ISR. Vertement critiqué depuis assez longtemps sur son manque d'exigence, le label ISR, qui avait été créé en 2016 par Bercy, était obligé d'évoluer pour permettre aux épargnants de pouvoir distinguer un fonds vertueux d'un point de vue ESG versus les autres fonds. Ce label a connu quand même un véritable succès puisqu'il y a quand même 1200 fonds qui ont été labellisés et donc 6 ans après sa création, on regarde comment l'améliorer. Du coup, il y a une consultation qui est en cours. Toute cette consultation a lieu jusqu'au 31 mai. Si je ne dis pas d'erreur, vous me corrigez franchement si je me trompe, mais tout le monde peut donner son avis. Une fois que cette consultation sera terminée, on va faire un rapport avec les résultats et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, aura le dernier mot pour faire évoluer le label ISR. Bon, durable sûrement, ça veut dire qu'on prend son temps parce que presque 2 ans pour réformer un label et en annonçant d'ailleurs simultanément une réflexion sur un label industrie verte, franchement, perso, je trouve que c'est du n'importe nawak. Mais tiens, sur le sujet du label, je poserai la question tout à l'heure à Olivier Guillou, le patron de la gestion d'Ecofi, pour avoir son avis lors du Club de la Finance Autrement. Je sens que l'ISR va vous faire réagir. J'ai un autre sujet pour vous faire réagir. Notre sujet marronnier du moment, l'interdiction des rétrocessions et grande nouvelle, la menace serait en train de baisser. En marge de sa participation à un séminaire d'un think tank qui s'appelle Eurofi, Meredith McGuinness, que vous commencez à bien connaître, la commissaire européenne des services financiers, a assez étonnamment laissé une porte ouverte pour des pistes alternatives à l'interdiction des rétrocessions. Une prise de position qui étonne, mais qui est certaine, tant la commissaire était connue pour avoir des positions vraiment dures pour l'interdiction totale des rétrocessions. La commissaire européenne doit rendre d'ici à fin mai, peut-être même que c'est un tout petit peu décalé, ses recommandations dans le cadre du Retail Investment Strategy. On parlerait plutôt du mois de juin maintenant. Lors de son intervention, elle a quand même précisé que si nous n'interdisons pas les rétrocessions, ce message ne doit pas être interprété comme un blanc-seing accordé à l'industrie financière. Elle suggère d'interdire toute rétrocession dans le cadre de l'exécution simple d'un contrat. C'est une mesure qui a été réclamée de longue date par plusieurs associations d'épargnants, dont la FEDER. De même, elle plaide pour une plus grande intervention pour améliorer l'impartialité du conseil prodigué, donc vraiment avoir une vraie indépendance. Son but, c'était lequel? C'était de faire baisser les frais. Ça tombe bien, j'ai des informations pour vous en France. L'AMF, elle suit les frais et elle publie régulièrement une lettre, la lettre de l'Observatoire des marchés financiers, pour mettre en lumière qu'est-ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'elle nous indique? C'est que sur les derniers mois, il y a eu une absence de baisse des frais appliqués au placement financier. Ça concerne notamment les frais appliqués pour les ordres de passage en bourse, mais aussi tous les frais appliqués pour les placements collectifs. Merci beaucoup, Georges. Tout de suite, l'homme dans l'actu.